Il est 20 h, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous allons revenir dans un instant sur les derniers rebondissements dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Élise. Un enfant qui se retrouve otage du divorce d'un couple franco-russe. Ce soir, certains évoquent le fait que la petite fille de 3 ans et demi serait en train de regagner Moscou par avion. Incertitude ou confirmation? Élément de réponse dans quelques minutes. Dans la région de Dunkerque, un nuage de soufre dû à l'incendie d'un entrepôt a fait 8 blessés légers. Des milliers d'habitants ont dû se confiner chez eux durant plusieurs heures ce matin. Que faut-il penser de ce sondage de nos confrères du Parisien? Rupture ou encore désaveu? 55% des catholiques interrogés ont aujourd'hui une mauvaise opinion du pape Benoît XVI, et cela quelques jours après ses déclarations sur le préservatif. Le grand format ce soir nous emmènera à Guantanamo. Barack Obama a signé le décret de fermeture de l'un des centres de détention les plus controversés au monde. Seulement aujourd'hui, on ignore encore ce que vont devenir les 240 détenus de cette prison hors norme. Le sport avec la France qui retrouve son rugby face à l'Italie dans le tournoi Destination. Victoire 50-8, une belle sortie, mais du travail au programme pour l'avenir. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On commence bien sûr par cette incroyable affaire de kidnapping de la petite Élise, cette enfant de 3 ans et demi au cœur d'un conflit entre son père français et sa mère russe. Elle avait été hier enlevée en pleine rue à Arles. Le véhicule des ravisseurs avait ensuite été repéré. On croyait que les enquêteurs étaient sur une piste et puis, en fin de journée, rebondissement. Certains évoquent le fait que l'enfant serait dans un avion en vol pour Moscou. Information apparemment contredite. Ce soir, on va faire le point avec vous. Bonsoir Stéphane Despinois. Alors, où en est-on ce soir dans cette affaire? Eh bien, tout est parti d'un témoignage qui est arrivé aux oreilles des enquêteurs seulement ce matin. Une ressortissante suisse qui voyageait dans le Montpellier-Genève hier après-midi aurait bien aperçu la petite Élise avec sa maman. Le train est arrivé vers 17 h à Genève. L'alerte est donc donnée ce matin, ce qui fait que les policiers français donnent le signalement à leurs homologues suisses. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, 2 policiers français qui sont en faction à l'aéroport de Genève croient repérer la fillette, donne l'alerte à la PAF suisse qui donc procède au contrôle parce que ces 4 personnes sont dans l'aéroport et prêtes à embarquer. Les contrôles sont faits, c'est-à-dire que les passeports sont scannés, mais malheureusement les identités des personnes qui doivent embarquer ne correspondent pas aux identités, c'est-à-dire aux noms qui ont été donnés par la police française depuis le déclenchement de l'alerte enlèvement hier. Alors, eh bien, la confusion à partir de là démarre parce qu'on pense que la petite a peut-être pris ce vol pour Moscou et a donc échappé aux mailles du filet qui a été mis en place. Mais le père qui vient ici à l'hôtel de police d'Arles en début de soirée, il y a 1 heure à peine, eh bien lui est venu infirmer, il est venu dire qu'en effet l'identité des personnes qui ont embarqué ne correspond absolument pas à l'agresseur qui l'a frappé hier et à son épouse et la petite fille. Je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite les explications du procureur de la République et du papa de la petite Élise. Les vérifications qui ont été faites par les autorités suisses n'ont pas permis de confirmer qu'il s'agissait de l'enfant. Et cet enfant a embarqué en compagnie de 3 autres personnes à destination de Moscou, mais vraiment, et j'insiste là-dessus, sans aucune certitude que cet enfant soit la jeune fille d'un jeune enfant qui a été enlevé hier à Arles à son père. J'ai pas peur, la police m'a montré les scans des passeports. D'accord, c'est moi qui leur dis, ce ne sont pas eux. Voilà, donc je ne peux pas vous dire de plus. Les gens qui ont été vérifiés ne correspondent pas. Voilà, donc je n'ai pas l'indication que ma fille est arrivée en Russie. Voilà, merci Stéphane Despinois. On a bien compris qu'au cœur de cette affaire, il y a un bras de fer entre un père français et une mère russe qui se disputent la garde de la petite Élise, un enfant otage d'un divorce et vous allez le voir au cœur de procédures judiciaires qui ont du mal à s'accorder. On voit cela avec Karine Komadzi. C'était la photo du bonheur, aux côtés de l'océanographe français Irina Belenkaya, son épouse russe, et leur fille Élise. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Jean-Pierre André croit vivre un cauchemar. Tout a commencé à l'été 2007. Le couple se dispute, l'enfant est désorienté, le tribunal de Tarascon tranche, le père obtient la garde d'Élise et l'interdiction que l'enfant quitte la France. 1 mois plus tard, en décembre 2007, premier enlèvement. Irina s'enfuit à Moscou avec Élise. Un mandat d'arrêt international est lancé contre la mère, mais les Russes ne veulent pas reconnaître le droit de garde du père. Jean-Pierre André propose alors une médiation.
Ma femme, après qu'elle ait eu un premier entretien avec le consul qui l'a simplement rassurée sur l'incapacité des autorités françaises à agir contre elle en Russie, elle n'a pas donné suite. Après quoi, elle m'a coupé complètement de mon enfant. Il m'a fallu 10 mois pour la récupérer. Septembre 2008, Jean-Pierre André part à son tour à Moscou, où il enlève l'enfant et la ramène en France. J'ai réussi à récupérer ma fille à la fin du mois de septembre, sans aucune brutalité, sur le voyage, jusqu'à ce que je réussisse à l'exfiltrer de Russie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Dans son droit pour la loi française, le père est hors la loi en Russie. C'est ce qu'est venue dénoncer la mère Irina sur le plateau d'On en parle, une émission de télé russe. Pour la loi russe, elle a elle aussi la garde d'Élise. Aujourd'hui, Élise n'a pas encore 4 ans, mais déjà une lourde charge. Elle est l'enjeu d'un conflit entre adultes. Et direction maintenant Moscou. Bonsoir Laurent Boussier. Apparemment, on l'a vu, cette affaire entre ce couple franco-russe avait déjà été médiatisée en Russie. Oui, absolument. La dernière émission auquel participait Irina Belenkaya était le 23 septembre 2008. Elle dénonçait, comme le disait il y a quelques instants Karine Komadzi, l'enlèvement, l'exfiltration de sa fille par son père, arguant du fait qu'elle avait, aux yeux de la loi russe, la garde de l'enfant. Cette médiatisation n'a pas vraiment réussi. Personne n'en parlait, à part elle. Elle a continué un petit peu à essayer de monter les médias, mais ça n'a pas vraiment marché. Laurent, autre point important, vous nous confirmez qu'il n'existe aucune convention de justice entre la France et la Russie. Il y a plusieurs conventions de justice entre la France et la Russie, mais aucune sur les rapts ou les enlèvements d'enfants. Alors c'est une question qui est assez importante, qui revient régulièrement. Et il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, des juristes français, des notaires français sont venus à Moscou pour essayer de faire justement avancer une convention, mais qui pour l'instant n'existe pas. Merci Laurent, on reviendra bien sûr sur cette affaire avant la fin de ce journal. Dans l'actualité également de ce samedi, cet incendie qui a entraîné dans la région de Dunkerque des mesures de confinement durant une grande partie de la matinée. Ce sont 250 tonnes de soufre stockés dans un entrepôt qui ont pris feu. Très vite, les radios locales ont demandé à la population de la zone concernée de rester chez elle. Marianne Mas, Patrick Burstom. Tu vas dans les locaux et tu restes enfermé dans les locaux. Une bonne partie de la matinée, le proviseur est resté dehors à faire l'accueil des élèves avec obligation préfectorale de les maintenir à l'intérieur de son établissement. Ce devait être une journée porte ouverte. Elles sont restées fermées. Monsieur le proviseur a été prévenu par les pompiers que nous devions maintenir nos élèves en confinement par mesure de sécurité. À leur arrivée, quelques élèves ont ressenti des picotements inhabituels dans le nez ou la gorge, mais rien de grave. Ça nous piquait un peu ce matin en venant en cours, donc c'est tout. Après un peu mal au crâne aussi, mais sinon ça s'est bien passé. C'est dans cet entrepôt de stockage de soufre que le nuage s'est formé vers 5 heures ce matin suite à un incendie. 8 personnes ont été hospitalisées pour des irritations ou des blessures légères suite à des accidents de la route liés au manque de visibilité. La fumée était quand même très dense à tel point qu'il y a eu un carambolage sur l'autoroute. La fumée restait très près du sol, il y avait du brouillard, il faisait relativement froid. D'après les autorités, le brouillard n'était pas toxique et malgré les messages de confinement diffusés à la radio, certains ont même continué à mener une vie normale. Du coup, j'ai pas laissé sortir les enfants, mais non, ça m'a rien fait. On vous a pas confiné? Non, du tout. Non, du tout. Non, mais on s'est levé une demi-heure, 3/4 d'heure après, on a ouvert les fenêtres et puis... C'est tout. Vers 10h30, l'alerte était levée. Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine de cet incident. Ces images maintenant d'une manifestation de chasseurs qui a dégénéré aujourd'hui à Valenciennes. Des incidents avec les forces de l'ordre ont éclaté et fait plusieurs blessés. Ils étaient plus de 6000 venus défiler dans le fief du ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo. Et cela afin de protester contre l'instauration de nouvelles règles de chasse. Un mot de politique, le Parti socialiste a ratifié ses listes pour les élections européennes aujourd'hui à Paris. La liste de la région du Grand Centre qui avait été rejetée par les militants a été remaniée à la marge. La première secrétaire Martine Aubry a donné le ton de sa campagne, les cibles, pas de surprise, la politique du chef de l'État, mais également des coups de griffe en direction du centre et de l'extrême gauche. On l'écoute. Je voudrais quand même dire un mot sur M. Bayrou. Il sera sans doute très fort dans la dénonciation, nous sommes habitués. Mais je voudrais dire aussi que sa voix manque rarement à la droite, à Strasbourg. Quant à M. Besancenot, je le dis souvent, il trouve avec talent des mots justes pour s'opposer. Mais il n'est pas dans une logique de changer les choses. Nous n'avons pas peur de nous salir les mains. Nous n'avons pas peur d'être au pouvoir pour changer les choses. Nous n'avons pas peur de combattre ce que nous dénonçons. Nous n'avons pas peur de proposer. Nous voulons changer.
de manière crédible, car c'est cela la force du Parti socialiste. Le pape Benoît XVI poursuit sa visite en Angola et il a célébré une messe devant des milliers de jeunes à Luanda. En France, c'est un sondage publié aujourd'hui par nos confrères du Parisien qui souligne un malaise au sein de la communauté catholique, et cela après ses déclarations cette semaine concernant le préservatif. Un chiffre, parmi les catholiques interrogés, 55% d'entre eux ont aujourd'hui une mauvaise opinion du pape. Marie-Pierre Samitier, Lorraine Christoflour. Un pape dont les déclarations, en Afrique, sur le sida et l'avortement thérapeutique sont incomprises. Ainsi, dans ce sondage publié ce matin, 57% des Français et 55% des catholiques disent avoir une mauvaise opinion de Benoît XVI. Une baisse de popularité conséquente, car en 6 mois, depuis sa visite en France, il a perdu 30 points dans les sondages auprès des Français et 36 points chez les catholiques. Une image qui s'est fortement dégradée pour le successeur de Jean-Paul II. Je trouve que sa déclaration est maladroite. Je ne vois pas bien pourquoi il a durci un discours qui était celui de son prédécesseur, Jean-Paul II. Malgré tout, je dirais qu'il est un peu dans son rôle de l'avoir dit. Je pense que Jean-Paul II était 100 fois mieux. Je pense que le pape a un chef spirituel et que par rapport à ça, il y a un dogme, c'est le dogme de l'Église. Il le suit, je ne suis pas favorable dans les faits, sur le fond, mais en même temps, je comprends la position qu'il peut avoir d'un point de vue, comment dire, spirituel. Pourtant, Benoît XVI ne fait que confirmer la position de l'Église et de Jean-Paul II, toujours opposé à toute contraception. Mais le pape n'a pas le charisme de son prédécesseur et le fossé grandit entre le Saint-Père et les croyants. Lui-même, c'est pas une critique, mais lui-même n'est pas un pape de terrain. Son expérience est issue de l'architecture même de l'Église. Il n'a pas été en permanence au contact de ses fidèles dans la rue. La rue qui, en Afrique, a aussi entendu le pape, au cours de son voyage, s'insurger contre la corruption et la pauvreté. Voyons maintenant, alors que nous sommes en plein week-end du SIDAction, si les jeunes en France se sentent toujours concernés par la maladie. Est-elle proche ou lointaine? Le sujet est-il tabou? Utilise-t-il le préservatif? Parole de jeunes recueillies hier soir par Nabila Tabouri et Emmanuel Beck. C'est un sujet de société, tout le monde en parle, mais je trouve quand même que c'est tabou, ça reste sexuel. Les gens en parlent pour faire la vanille, mais je sais que tout le monde a honte de dire oui, moi j'ai des préservatifs sur moi tout le temps. Même entre copines, le sida n'est pas un sujet facile à aborder. Léna et Sabrina ont 20 ans à peine. Ce soir, comme beaucoup d'autres, elles sont là pour s'amuser. Malgré les chiffres, malgré les statistiques, 2 jeunes de 15 à 24 ans découvrent chaque jour qu'ils sont séropositifs. Elles s'estiment informées, oui, concernées, non. Si on a un mode de vie libéré, oui, c'est quelque chose auquel on pense. Après, si on a un mode de vie qui est plutôt restreint, on fait attention, non, on n'y pense pas. C'est pas un risque et ça devient même pas une option. Vous avez des préservatifs sur vous ce soir? Non. Non. C'est pas un peu dangereux, un peu risqué? Non, mais on fait attention quand même. Ouais. C'est-à-dire, votre préservatif, on fait rien. Il y a eu des fois où je ne l'ai pas porté, mais je me suis juré la prochaine fois que je le porterai. Parce que le sida, donc, ça met ma vie en jeu, donc c'est plus important qu'une relation d'un soir. Voilà. Pas que les jeunes en général... scolaire, etc., on n'est pas beaucoup informés, quoi. C'est-à-dire on n'a pas des conférences sur le sida, en classe on n'aborde pas du tout le sujet. Le virus du sida se transmet en faisant l'amour. Or, il y a urgence. Les filles sont les premières touchées par les contaminations. Des séances de prévention comme celle-ci sont donc indispensables. Super. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du sida. Par contre, c'est vrai qu'on a des questions très naïves et il y a encore beaucoup de jeunes qui pensent que par les fesses, on n'attrape pas le sida, par exemple, ou qui posent la question de la fellation, beaucoup de doutes et d'angoisse. Et lorsque les jeunes sont mieux informés, en plus du préservatif, certains ont aussi recours au dépistage. Faire une démarche d'aller faire le test anti-VIH avec son partenaire, je pense que c'est plus une démarche impensable pour des jeunes de notre âge. Moi, j'en connais qui l'ont fait et c'était pas ridicule. Malgré les tabous, aujourd'hui 85% des jeunes se protègent lors de leur premier rapport. Le relâchement se constate après. L'objectif maintenant, c'est d'encourager un comportement de prudence durant toute leur vie amoureuse. Et n'oubliez pas le 110, grande soirée SIDAction 2009 ce soir dès 20h50 sur France 2. Dans l'actualité à l'étranger, en Allemagne, Angela Merkel a tenu à s'associer aujourd'hui à l'hommage rendu aux 15 victimes de la tuerie de Winnedheim. Un adolescent, je vous le rappelle, avait abattu dans son ancien collège 9 élèves, 3 enseignantes et puis 3 passants avant de se suicider le 11 mars dernier.
Autre image du jour à Madagascar, Ange Radzouel est devenu aujourd'hui le président de la haute autorité de transition malgache, et cela devant des milliers de partisans, mais en l'absence des ambassadeurs de France, d'Allemagne, des États-Unis et de l'Union européenne, qui contestent toujours la légitimité de ce nouveau pouvoir. Cela fait désormais 1000 jours que le soldat franco-israélien Gilad Shalit a été enlevé lors d'une opération menée par un commando palestinien. Nicolas Sarkozy a fait parvenir une lettre de soutien à ses parents aujourd'hui en Israël. Les négociations pour sa libération semblent toujours dans l'impasse. Et 2 mois après la fin des opérations dans la bande de Gaza, des témoignages de plusieurs soldats israéliens qui ont participé au combat ont fait leur apparition dans la presse du pays. Ils n'hésitent pas, vous allez le voir, à dénoncer le comportement de leur armée à Gaza lors de ce conflit. Renaud Bernard. Nous sommes en janvier, ces soldats marchent en ordre de bataille, mais ils n'auraient pas respecté les lois de la guerre. Ces révélations viennent de l'intérieur d'une académie militaire israélienne et la presse en fait ses gros titres. Ce que vous n'auriez jamais dû entendre. L'armée a tué des civils à Gaza, suivant des règles d'engagement floues. Des dizaines de morts, comme ici, début janvier, dans la banlieue sud de la ville de Gaza. Les témoignages sont accablants. Tsahal a pris une maison. Les soldats ont fait sortir la famille. Par erreur, la mère et ses 2 enfants sont sortis vers la gauche au lieu d'aller à droite. Un tireur d'élite sur le toit, un seul homme, a visé la femme et les enfants. Et il a tiré parce qu'il marchait dans une zone interdite. Il les a tués. Plomb durci, l'opération israélienne aurait pris froidement pour cible des civils désarmés. Les soldats israéliens n'ont pas hésité à laisser des traces, des graffitis explicites écrits sur les murs dans les ruines de Gaza. Vous voulez vous rapprocher d'Allah, on va s'en occuper. Mahomet vivait ici, mais il s'est enfui. Dans un premier temps, l'armée israélienne aurait refusé d'enquêter à leur sujet. Les témoignages font état de civils sans défense, de gens qui de toute évidence n'étaient pas des combattants et qui ont été touchés par des tirs de l'armée. Mais le plus grave, c'est que l'armée n'a ouvert aucune enquête. Selon les témoignages des soldats, tout aurait été mis en place pour protéger la vie des militaires israéliens, quel qu'en soit le prix pour les civils palestiniens. Déjà pointé du doigt pour son utilisation de munitions suspectes, comme ici des projectiles au phosphore, l'armée israélienne se voit à nouveau accusée de crimes de guerre. L'état-major annonce ce soir qu'il accepte finalement d'ouvrir une enquête. C'est l'heure du grand format de ce samedi et nous allons nous rendre dans l'une des prisons les plus controversées au monde, celle de Guantanamo. Barack Obama a certes ordonné sa fermeture, mais on ignore encore quel sort va être réservé à ses occupants. Où iront-ils? Eh bien, le débat est ouvert et il est loin d'être clos. Alain Chalvron, Aaron Diamond. Le crépuscule tombe sur Guantanamo et son centre de détention. La prison où vivent encore 240 ennemis combattants, réels ou supposés, c'est l'appellation officielle, vit ces derniers mois. Rien dans la routine carcérale ne laisse pourtant supposer cette inéluctable fin. Ici, dans le camp numéro 4, où Delta sont les détenus les plus coopératifs. Ils vivent en communauté, sont dehors toute la journée et ont le droit de voir des DVD. Ils sont libres dans les limites de leur barbelé. Dans le camp numéro 5, en revanche, ce sont les plus dangereux et les plus récalcitrants. Ceux qui sont ici sont ceux qui refusent de collaborer, qui nous jettent leurs excréments à la figure, qui nous crachent dessus et qui à la première occasion nous attaqueraient. Tous, les plus durs comme les plus doux, sont pourtant concernés par le même décret signé par Barack Obama 2 jours après son investiture. Ils en parlent de ce décret. D'ailleurs, on l'a affiché. Mais ils comprennent bien que rien ne changera dans notre attitude à nous gardiens jusqu'à l'évacuation du dernier détenu. Certains sont là depuis 7 ou 8 ans, faisaient partie des premiers amenés ici, enchaînés et parqués comme des bêtes en cage dans le camp X-Ray aujourd'hui, envahi par les herbes folles et les rats de bananeraies qui pullulent à Cuba. Alors les espoirs, vrais ou faux, ils sont blindés. Ils voient le bout du tunnel. Ils ont hâte que ça se termine, mais ils n'y croiront que lorsqu'il y aura du concret. Il y a quelques semaines, un détenu a été libéré. Ça leur a donné espoir. C'est que de nombreux problèmes juridiques et politiques restent à régler. Il y a des décisions importantes en cours de discussion. Sur quelle base légale continuera-t-on à garder les détenus? Où les détenus devraient-ils aller?
Comment et sur quelle base se dérouleront les procès de ceux qui seront poursuivis? Ce sont des grandes questions politiques qui se posent à mon président, à mon pays, là-bas à Washington. Tout l'appareil diplomatique américain est mobilisé pour trouver un point de chute pour ceux qui seront libérés, la grande majorité. Quant à ceux qui sont poursuivis, une vingtaine, parmi lesquels Khaled Sheikh Mohammed, le chef d'orchestre du 11 septembre, leur cas est un casse-tête pour les juristes. Faire comparaître les accusés aux États-Unis devant une cour ordinaire va se heurter au fait que beaucoup sont poursuivis sur la base d'informations obtenues par la torture. C'était admis à Guantanamo, mais illégal aux États-Unis. Le décret présidentiel de Barack Obama prévoit que ce centre de détention devrait être fermé au plus tard le 22 janvier 2010. Pas sûr que d'ici là, tous les problèmes juridiques et politiques posés par cette décision auront pu être réglés. 20h19, merci d'être avec nous à suivre dans votre journal ce soir. L'espace n'est pas aussi propre qu'on le croit. Des débris en tout genre tournent, vous le verrez, au-dessus de nos têtes. Le 15 de France préfère l'Italie à l'Angleterre. En rugby, victoire cet après-midi 50-8. Et puis un mythe, connaissez-vous les studios Harcourt, photo, cinéma et artisanat. 75 ans d'histoire à découvrir dans un instant. Mais avant cela, le Forum mondial de l'eau se tient en ce moment à Istanbul. 1 milliard de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau potable, une vraie richesse qu'il faut préserver et ce n'est pas toujours évident. Exemple en France avec Florence Mavic et Frédéric Capron. Les pieds dans la glaise et la tête dans les chiffres. 15 millions d'euros, c'est pas rien quand on est maire d'une petite commune de l'Essonne. Mais c'est le prix à payer pour une station d'épuration qui traitera sur place les eaux usées des habitants. Jusqu'à présent, ces eaux sales parcourent 50 km vers une autre station devenue trop petite. Et plus elles voyagent, les eaux usées, plus elles maltraitent les canalisations. Il y a un problème de fermentation et de dégagement de gaz toxiques. Et il y a pire. Il y a des fois où des quantités non négligeables d'eau usée sont rejetées directement dans la Seine, mais ça, il ne faut pas le dire. Ah, monsieur le maire, c'est pourtant un secret de polichinelle que la qualité des rivières françaises laisse à désirer. 20 000 stations d'épuration, plus ou moins récentes, parsèment le territoire. Mais il y a des endroits où le tout à l'égout n'existe pas. Ces maisons, plantées en rang d'oignons, au bord de la départementale d'Olainville. Trop cher de les raccorder au réseau collectif. Et voilà une curiosité que découvre le maire. Ça a l'air de vous intriguer, ce tuyau? Oui, parce que normalement, ne doivent se déverser que dans ce fossé que les eaux pluviales qui proviennent de la route départementale. Donc je me pose des questions sur l'origine de ce tuyau et surtout sa destination, c'est-à-dire sa fonction. Des rejets sauvages qui polluent les nappes phréatiques, ça n'est pas rare. En milieu rural, faute de moyens, on n'investit pas dans le tout à l'égout. La loi oblige pourtant chaque habitant à respecter l'environnement. Monsieur le pilier de la communauté de communes, je viens vous Depuis 2006, les contrôles à domicile sont obligatoires. Envoyé par la mairie, ce technicien vérifie l'état de la fosse septique dont vient d'hériter le nouveau propriétaire. C'est que pour les habitants, c'est insalubre. C'est pas normal, ça ne devrait pas être dans la maison. Reste à savoir où s'écoulent au dehors les eaux usées. Mystère. 13 millions de Français ne sont pas raccordés à un réseau d'assainissement collectif. Remplacer un vieux puisard par une citerne aux normes, c'est environ 10 000 €. Les collectivités locales prennent en charge une part plus ou moins importante, mais désormais plus question de bricoler dans son coin. Si on ne protège pas aujourd'hui nos ressources en eau, c'est demain qu'il faudra payer d'autant plus cher pour traiter l'eau potable et la distribuer au robinet. La France s'est engagée d'ici à 2015 à rétablir le bon état des 2/3 de ses réserves en eau. Allez, prenons un peu de hauteur maintenant et direction l'espace avec un constat. La banlieue terrestre est surchargée et polluée. Vous allez le voir par des débris spatiaux. Regardez. Ils ne s'en doutent pas, les terriens, mais les voici menacés par un couteau à mastic et un pistolet à graisse dérivant dans l'espace. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la conséquence d'une maladresse, celle d'une astronaute qui a laissé échapper sa caisse à outils en réparant la station spatiale internationale. Couteaux, pistolets, mais aussi étages de fusée, boulons, satellites hors d'usage, on n'a pas idée du nombre de débris qui tournent au-dessus de nos têtes. Rien que pour les plus gros,
On en dénombre près de 20 000. Parfois, les choses tournent mal. Ce fut le cas en février dernier. Un vieil engin russe a heurté une petite merveille technologique américaine. Pour tenter d'éviter ce genre d'accident, un centre de surveillance basé à Darmstadt en Allemagne dresse l'inventaire de tous les débris visibles. Son œil, ce télescope géant installé aux îles Canaries. Son rôle, c'est d'observer l'orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Il est suffisamment sensible pour voir des débris de 10 cm de diamètre. Des panneaux solaires d'une sonde endommagés, le pare-brise de la station spatiale éclaté. Ces dégâts, ce sont justement de tout petits débris qui les ont causés. Leur extraordinaire vitesse de propulsion dans l'espace en font de redoutables projectiles. Ils seraient des millions, difficiles à repérer. Un danger permanent pour les astronautes et les exploitants de satellites. Seule l'Amérique nous propose ce type d'image que vous allez découvrir maintenant. Comme sortie d'une série télé, voici la réalité d'une poursuite. Des trafiquants, des policiers et un commentaire, celui de Claude Sampère. Pour échapper à la police, les trafiquants de drogue ont parfois des idées étonnantes. Dans cette voiture, un des suspects va soudainement jeter par la fenêtre des poignées de dollars. La scène se passe sur une autoroute près de San Diego, en Californie. Pour essayer de stopper la police, les deux trafiquants vont jeter à plusieurs reprises des liasses de billets au milieu des voitures. La police reste indifférente, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est des billets de combien? 20 $. Fais gaffe. Fais attention aux voitures, mon gars. Très vite, ils sont plusieurs à se lancer dans cette pêche miraculeuse. Combien t'as ramassé? J'en sais rien encore. Des voitures de police continuent la poursuite. Mais quelques minutes plus tard, un bouchon se forme. Certains conducteurs s'arrêtent même au milieu de l'autoroute. Les deux trafiquants ont finalement été arrêtés. La police a réussi à récupérer 17 200 $, mais on ne sait pas exactement combien les trafiquants en ont jeté par les fenêtres. Le sport avec le rugby et le 15 tricolore préfère donc les week-ends à Rome que ceux qu'ils passent en Angleterre. Le climat est là-bas moins rugueux, tout comme les joueurs. Au final, une jolie victoire 50-8 sur place. Christophe Duchiron et Frédéric Bazille. Avec Astérix, Obélix et les druides Panoramix, les Bleus auraient-ils perdu à Londres la semaine dernière? Ça se discute. À Rome en tout cas, les Gaulois étaient de sortie et c'est le plus fort d'entre eux, le chevelu Chabalix, qui marque le premier essai du match. Il y a une semaine, lourdement, le ciel leur était tombé sur la tête. Aujourd'hui, face à une équipe d'Italie qui avait perdu et son latin et son rugby, les Gaulois ont retrouvé le sourire. Trinduc puis Médard marquent avant la mi-temps. Au repos, 25-3 pour les Bleus. On n'a peut-être pas assez imposé notre combat la semaine dernière à Twickenham, on l'a même subi. Et aujourd'hui, on montre que quand devant on est prêt à les bouger, et derrière, ils trouvent les solutions et voilà, les portes s'ouvrent. En effet, la deuxième période démarre avec une opération porte ouverte. D'ailleurs, c'est l'après-midi des cadeaux transalpins. Le premier bénéficiaire est Cédric Emmens qui aplatit entre les poteaux. Les Italiens auront tout juste sauvé l'honneur avec un bel essai de Parissé. Score final 50-8, 7 essais tricolores, de l'implication mais aussi du déchet. Le tournoi 2009 est terminé. 3 victoires et 2 défaites. Pour les Bleus, c'est l'heure des bilans et des regrets. Bon, on a subi une grosse désillusion en Irlande et la raclée de la semaine dernière a fini de nous achever. Donc voilà, il faut continuer à travailler et ça restera long tout de même si on termine sur une bonne note. Après match, le 15 de France a fait une petite réunion de travail en cercle. Et si c'était le cercle des défaites disparues. Et ce soir, l'Irlande vient de remporter le Grand Chelem face au Pays de Galles. Victoire 17-15. Son premier Grand Chelem depuis 1948. Une visite maintenant, celle d'un mythique studio photo. Connaissez-vous le studio Harcourt? Si cela n'est pas le cas, voici son histoire, sa mémoire et ses légendes. Il fête ses 75 ans. Marilène Bonneau, Frédéric Bazille. La lumière, la marque de fabrique du studio Harcourt. 75 ans de savoir-faire. Dans l'objectif, Audrey Dana, à l'affiche actuellement de Welcome, le film de Philippe Liorret. Je monte un tout petit peu plus bas. Là. J'ai un jeu de lumière, de lignes, particulier à cette maison.
Du coup, cette séance ne ressemble à aucune autre. 12 photographes indépendants travaillent ici. Même style. Et pourtant, chacun garde sa personnalité. On arrive quand même à exprimer notre côté créatif au travers de la marque Harcourt. Bon, après, on fait ça de manière plus subtile. Entre nous, on sait toujours reconnaître la photo de tel ou tel photographe. Et voilà Audrey Dana immortalisée en noir et blanc, comme des centaines et des centaines d'artistes. Le célèbre studio a été créé en 1934 par les frères Lacroix, patrons de presse, et Cosette Harcourt. Ensemble, ils débauchent des photographes de cinéma qui apportent leur connaissance de l'éclairage de plateau. Dans la manière de photographier les visages, rien n'a changé, ou presque. La signature Harcourt en 2009, eh bien, elle est restée tout à fait intemporelle. C'est la même qu'en 1934. C'est une image qui a un modelé. Vraiment, l'ADN de la marque, c'est ça. C'est une photographie en 3 dimensions, qui ressemble davantage à une sculpture qu'à une photo plate. Les négatifs sont conservés par l'État au fort de Saint-Cyr, près de Paris. Un précieux patrimoine photographique à sauvegarder. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Des pellicules nitrates, un support fragile. Qui est interdit à partir de 55, et parce que ce sont les films qui brûlent, les fameux films flammes. Il y a 8 ans de travail pour archiver et numériser les quelques 5 millions de négatifs du fonds Harcourt. Un fonds composé essentiellement d'anonymes, le plus gros album de photos des Français. Les vedettes ne paient pas, elles contribuent à la renommée de la griffe. Mais le commun des mortels, lui, peut avoir son portrait pour 1 900 €. Et un beau souvenir, une séance de maquillage et de pose comme une star. Donc vous prenez place sur le fauteuil de Catherine Deneuve dans Peau d'âne. Et vous êtes pendant 2 heures l'être le plus important du monde. Cette jeune femme s'est fait offrir sa photo par ses amis. Les photos Harcourt, c'est soi, mais c'est pas vraiment soi. On vous embellit, quoi. Donc c'est plutôt agréable. Harcourt, une signature qui a traversé le temps et qui n'a jamais cessé d'être dans la lumière, mais pas n'importe laquelle, et c'est là son secret. Avant de terminer ce journal, on revient sur l'information principale de ce journal. Et c'est bien sûr l'incroyable affaire du kidnapping de la petite Élise, cette enfant de 3 ans et demi, au cœur d'un conflit entre son père français et sa mère russe. Elle avait été hier enlevée en pleine rue, à Arles. En fin de journée, certains évoquaient le fait que l'enfant aurait pris la direction de Moscou par avion. Eh bien ce soir, cette information est démentie. Stéphane Despinois. En effet, il s'agissait d'une fausse alerte. 2 policiers français ont cru apercevoir la petite Élise avec un groupe de 3 adultes à l'aéroport de Genève qui embarquaient pour un vol pour Moscou. Des vérifications d'identité ont donc eu lieu grâce aux policiers helvétiques. Et les vérifications ont montré qu'il ne s'agissait pas des personnes recherchées par la police française dans le cadre de l'alerte enlèvement. Donc ce soir, la petite Élise et ses ravisseurs sont toujours introuvables. Merci Stéphane et à demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h35. Musique et solidarité avec les stars chantent ensemble dans les rues de Paris pour la grande soirée du SIDAction. Je vous retrouve demain pour toute l'actualité dès 13h et puis pour 13h15 le dimanche. Demain à 20h, notre invitée, elle est rare, c'est Isabelle Adjani. Passez une très belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.